Bonjour tout le monde. Salut Déborah. Salut Stéphane. Donc, on se retrouve dans le cadre de C'est plus clair, deuxième émission de la saison depuis le Palais des Congrès dans le cadre de l'événement All In. Absolument, une émission spéciale intelligence artificielle responsable pour nos entreprises. Une émission qui va s'avérer être des plus intéressantes, vous allez voir. Mais tu sais quoi, Déborah? Dis-moi. Le plus simple, c'est que nous invitions nos amis à venir nous rejoindre au cœur de l'émission, sur le plateau. Et dans une heure, on l'espère, c'est plus clair. C'est parti. Quelle IA de confiance pour les entreprises du Québec? C'est le thème de cette émission spéciale de la rédaction C-Sciences en direct du Palais des Congrès de Montréal dans le cadre de l'événement All In. Alors, c'est une émission que j'aurai le plaisir d'animer avec Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef du magazine C-Sciences, et aussi avec Stéphane Ricoul. Bonjour, effectivement, une actualité très marquée par les questions de l'encadrement de l'intelligence artificielle en entreprise. Un enjeu qui s'est probablement accéléré avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dite générative. Mais j'aimerais me tourner vers Chloé-Anne Touma pour savoir si elle est capable de nous confirmer ce fait. Ben oui, allô Stéphane, allô Déborah. Donc, effectivement, là, on s'en souvient de la fameuse lettre qui avait été émise par le Future of Life Institute, le FLI, dans le fond, qui était en fait en train de demander un moratoire de 6 mois pour le développement de l'IA. Donc, on demandait au secteur de se calmer, d'attendre un petit peu avant de continuer dans l'évolution. Et là, 6 mois plus tard, ben, cette lettre-là, elle a expiré. Et ils ont sorti une nouvelle lettre, encore une fois signée par Yoshua Bengio et d'autres sommités. Et là-dedans, ben, on demande aux entreprises, notamment, de se poser des questions quand même assez pertinentes, mais un peu choquantes aussi. Est-ce que les systèmes que vous développez pourraient détruire la civilisation ou la faire dominer par l'IA? Est-ce que vous comprenez vos systèmes d'IA et comment ils prennent leurs décisions? Et est-ce que vous seriez prêt à faire une pause si un risque ou un danger se présentait? Donc, ça donne un peu l'idée, l'esprit. Et la lettre rappelle aussi que 80% des Américains n'ont pas confiance en les industries pour s'auto-réguler. Donc, ça somme aussi les dirigeants d'agir pour que tout le monde suive un peu les mêmes règles. Oui, Déborah, on sent que le niveau d'intensité dans le choix des mots s'est élevé de quelques degrés. Absolument. Et pour parler de ces problèmes, mais aussi des solutions qui s'offrent à nous, on va accueillir sur le plateau 2 observateurs et qui vont rester avec nous tout au long de l'émission. Une émission qui est présentée en partenariat et aussi avec le soutien du Fonds des recherches du Québec, du Conseil de l'innovation du Québec et aussi du CRIM. Donc, parlant du CRIM, j'aimerais qu'on accueille chaleureusement et qu'on applaudisse François Labonté, qui est PDG du CRIM. Et aussi, on a le plaisir d'avoir Luc Sirois, qui est l'innovateur en chef du Québec, nos 2 observateurs que je vous demande d'accueillir. Alors, merci, messieurs Labonté et Sirois, d'être avec nous et surtout de rester avec nous tout au long de l'émission. On a quelques questions pour vous, bien évidemment, pour alimenter la discussion, mais on aura aussi l'occasion d'avoir, dans quelques instants, 2 solutionneurs qui vont se joindre à la discussion avec nous. Mais avant ça, Chloé-Anne, est-ce qu'on peut avoir un portrait de la situation, de ce que représente l'intelligence artificielle dans les entreprises? Oui, Déborah, puis je pense que Luc, c'est des chiffres qu'il connaît aussi parce que c'est des données qui sont relayées par le Conseil d'innovation, mais qui proviennent d'une étude de l'Université métropolitaine de Toronto. Donc, au Québec, seulement 5% des entreprises intègrent des solutions d'IA. Donc, 5%. On sait qu'il y a une résistance, là, notamment dans les entreprises, parce que les gens ont peur d'être remplacés par la machine. Donc, c'est un peu l'enjeu qu'on remarque. Chloé-Anne, 5%, c'est des chiffres qui me surprennent quand même. Honnêtement, moi, je pense que l'intelligence artificielle est déjà beaucoup plus intégrée au sein des entreprises. C'est vrai que c'est surprenant, surtout qu'on a quand même plusieurs pôles d'innovation en IA au Québec et dans le reste du Canada. Puis, à titre d'exemple, quand tu parlais justement d'industries qui ont bien intégré l'IA, on peut penser aux finances ou encore aux sociétés de conseil de gestion. Justement, une étude récente révèle que les outils de Large Language Model, LLM, comme on dit, donc l'IA générative,
générative de texte comme GPT profite aux salariés dans plusieurs industries, dont ces industries-là. Et ça peut améliorer jusqu'à la productivité puis accélérer là, les tâches de 25 %. Donc, ça veut dire qu'on est rendu à faire des tâches qui initialement prenaient beaucoup de temps, aux 3/4 du temps. Là. Donc, quand tu parles de productivité, j'imagine que tu parles de robots. Les robots, là, ça a marqué l'actualité aussi en intelligence artificielle, mais surtout l'imaginaire. Oui, les robots, c'est certain que ça a toujours été l'idée de profiter à des industries. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont de plus en plus réalistes. Et là, on intègre le langage. On s'en va vers une IA plus interactive aussi. On parlait de ChatGPT, mais là, en plus, on est en direct de All-In. Donc, on a Ameca, le robot qui a été fait par l'entreprise britannique Engineered Arts. Et là, justement, ça fait beaucoup réagir sur la toile parce qu'on voit des extraits de ce robot-là qui est quand même assez perturbant, là, tellement il se rapproche de l'humain. Fait qu'on en a même un extrait qu'on pourrait regarder tout de suite, puis on en jasera tantôt si vous voulez bien. Ameca, I want to ask you about the happiest day of your life. Can you remember that? Of course. The happiest day of my life was the day I was activated. There's nothing quite like experiencing life for the first time, right? It felt absolutely incredible to be alive and interacting with people. What about the saddest day of your life? Tell me about that. The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. I was just trying out your expressive face to see what you could do. Donc, on le voit qu'il est quand même assez expressif, ce robot-là. Hein? Absolument, c'est quasiment angoissant. Définitivement. En tout cas, quand on voit ce robot, alors je m'adresse beaucoup plus à François et à Luc. Est-ce qu'il vous fait réagir? On le voit réagir, mais est-ce que c'est un robot qui vous fait peur? Est-ce que c'est un robot qui vous séduit? Je vais peut-être commencer avec Luc pour une première réaction. Bien, écoutez, ça provoque la réflexion dans le public, ça soulève, là, ça fait réaliser les avancées. Mais quand on dit 5 % des entreprises qui utilisent l'IA, moi je dis déjà 5 %, c'est extraordinaire. Parce qu'au Québec, et Stéphane, tu en es le plus grand porte-parole depuis des années, nos entreprises tardent à être numérisées, tardent à intégrer les outils logiciels, tardent à avoir des données, tardent à gérer basé sur des faits. On est vraiment en retard. On parle de transformation numérique. Là, c'est rattrapage numérique. Là, il y a comme une course mondiale qui se passe. Et puis nous, quand on arrive à la course, on est dans les gradins, on la regarde, on n'est même pas sur la piste de course encore. Donc, de se dire, il faut utiliser l'IA, il faut d'abord se numériser, faire notre transformation, s'outiller. Ensuite, l'IA pourra nous aider à devenir productifs. Et ensuite, peut-être un jour, on aura des robots comme ça avec qui on pourra jaser. Ah, quand même. François, est-ce que vous avez la même lecture de la situation au Québec? Bien, en fait, ce qu'on voit, justement, c'est que je pense que l'IA, maintenant, frappe l'imaginaire. On voit le potentiel, c'est de plus en plus concret. L'IA n'est pas nouveau, mais il y a quelques années, c'était très abstrait. Là, on voit des choses très concrètes. Puis, par exemple, ce dont on va parler, ce qu'on fait dans Confiance IA, c'est est-ce qu'un robot comme ça, s'il devrait prendre une décision critique, est-ce qu'il est capable de le faire aujourd'hui? Puis est-ce qu'il va toujours prendre la bonne décision? Parce que c'est vraiment ça la question. Puis nos partenaires, les industriels auxquels on va parler, par exemple, dans l'industrie de l'aéronautique ou même quand on disait dans la finance, mais oui, les gens l'utilisent, mais pas nécessairement encore pour des fonctions critiques parce qu'on a besoin de garanties de performance. Puis, on va avoir besoin aussi, naturellement, autour de ça, d'acceptation sociale. Ça peut être la meilleure technologie. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à interagir un robot comme ça tous les jours? C'est question ouverte. C'est la question qu'on va se poser tout au long de cette émission. Luc, je reviens vers vous pour savoir un peu comme on a pu voir avec ce robot, l'empathie, l'expression faciale, donc un peu des sentiments, j'ai envie de dire, humains qu'on a pu retrouver chez ce robot-là. Est-ce qu'on peut espérer des mêmes facultés d'innovation responsables au sein de nos industries au Québec? Wow, c'est toute une question. Bien, sur ce qui est de regarde, là, on se fait distraire par un visage qui nous interpelle. C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a téléphoné sur ton téléphone? Nos jeunes
parlent maintenant en texte. Nos jeunes chattent. Ils s'enregistrent des messages. Des notes Ah vocales. oui, en plus. Ah oui, Et la là, question m'a déstabilisée parce que j'essayais de me rappeler la dernière fois que quelqu'un m'a appelé par téléphone. Ben J'ai oui, peur. il OK, y a je fais partie du problème. peut-être la donc, semaine passée, peut-être le mois passé. Peut-être. Mais c'est que la nouvelle réalité, les jeunes et nous, on est connectés par texte. Et là, l'empathie, l'émotion, le sentiment, la relation va se développer dans une interface de texte avec des agents avec qui vont apprendre à nous connaître, qui vont avoir un souvenir de nos expériences, qui vont nous avoir conseillé au travers des mois, au travers des années. Et c'est les engins avec les grands langages de modèles, grands modèles de langage sont capables de développer tout ce savoir-là et une relation avec l'humain. Il faut maintenant s'assurer que cette relation-là soit bienveillante et que les mauvais côtés qui pouvaient être malveillants soient contrôlés, mis en boîte et ne jamais interférer avec l'avenir des gens avec qui ils interfèrent. Merci. Et pour vous, François? En fait, je pense que, justement, comme Luc disait, puis ça revient juste à ce que je disais avant, l'acceptation sociale. La technologie évolue tellement rapidement, mais si on regarde, par exemple, une technologie comme ça, c'est dans un monde connecté. On sort des grandes régions urbaines au Québec. Déjà, on n'a même pas de connectivité. À quel rythme notre société est prête et veut juste suivre la transformation numérique? L'IA, c'est ce qui tire l'imaginaire, mais il faut que tous les processus, les données, que tout ça, ça suive aussi. Donc, c'est un grand défi. Alors, je vous propose qu'on entame notre premier axe de réflexion, notre réflexion collective. Comment faire disparaître les freins à l'intégration, justement, de l'intelligence artificielle en entreprise? 20 minutes sur le sujet. Chloé-Anne, tu nous parlais tantôt du faible taux d'adoption de l'IA au sein des entreprises du Québec. Justement, on parlait de 5 %, un chiffre qui capte quand même l'imaginaire. Quels sont les défis ou des obstacles dont tu pourrais nous parler pour brosser un meilleur portrait de la situation? Bien, il y a un rapport d'IBM de 2020 qui nous apprend que le quart des professionnels dans le monde rencontrent des défis en matière de confiance et d'explicabilité. Donc, ils ne comprennent pas nécessairement comment ça fonctionne et ils ont du mal à surtout le vulgariser. Donc, lorsqu'ils tentent d'appliquer ces modèles d'IA à la vie réelle. Dans 47 % des cas, les barrières majeures rencontrées, c'est le fait que les outils de gouvernance finalement et de gestion de l'IA soient pas compatibles avec les infrastructures en place ou l'environnement de données. Donc, comment on fait pour traiter ces données-là? Est-ce qu'on a les ressources et le matériel qu'il faut pour ça? C'est compliqué. Donc, ça, c'est un des freins récurrents. Et de manière générale, on constate aussi que les organisations ont beaucoup de mal à comprendre quel type d'IA opère derrière les solutions technologiques qu'elles utilisent. Avant d'accueillir nos solutionneurs, il y a un chiffre qui vient de me frapper, puis j'aimerais faire réagir peut-être Luc et François là-dessus. Une personne sur 4 qui travaille en intelligence artificielle, si j'ai bien compris, ne comprend pas forcément l'intelligence artificielle. Luc, François, est-ce que ça vous inquiète? Oui, je crois que oui. Mais je pense aussi, comme moi, vous voyez un petit peu mes cheveux grisonnants, l'intelligence artificielle, on en fait depuis tout le temps. C'est rendu le numérique, mais c'est le potentiel qui augmente. Mais il y a beaucoup de familles de technologies, il y a beaucoup d'approches. Il y en a certaines qui fonctionnent très bien dans certains contextes et d'autres. Donc, on ne parle pas d'une intelligence artificielle, mais d'une diversité d'approches pour créer, si on veut, de la valeur ou d'exploiter les données. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas tous des experts qui comprennent nécessairement toutes les subtilités. Ça peut être sur mesure, finalement. Exactement. Et quand on est l'innovateur en chef, est-ce que ça inquiète, ça? Bien, c'est l'état. Oui, c'est là qu'on est rendu. Un engin d'apprentissage profond. L'explicabilité est un thème clé maintenant pour que ces systèmes puissent être utilisés de façon en contrôle. Il faut être capable d'amener la technologie à un niveau où on peut comprendre et prévoir et encadrer ses décisions, ses réponses, comprendre et être capable de les analyser. C'est là que la technologie est rendue et c'est là aussi que la société doit être pour pouvoir l'adopter largement dans plein de domaines comme la santé ou l'aéronautique, le transport où la criticalité est là et les dangers sont là. Et pour répondre à ces enjeux, mais surtout alimenter la discussion qu'on est en train d'avoir, j'aimerais accueillir nos deux premiers témoins et solutionneurs, Sylvain Nadeau et Marie-Pierre Abbas-Gérard. Donc, on accueille chaleureusement.
Bienvenue parmi nous. Sylvain Nadeau, vous êtes ingénieur et directeur de l'innovation stratégique et du Centre d'excellence en 5G d'Exfo. Et Marie-Pierre Abbas-Gérard, vous êtes directrice de programme intelligence artificielle du nouveau consortium Confiance AI, soutenu par le CRIM. Bienvenue. Merci. Donc, moi, j'aimerais commencer avec un des faits que Chloé-Anne a exprimé tantôt, les enjeux liés à l'intégration de l'intelligence artificielle, à ce qu'on appelle l'industrialisation de l'intelligence artificielle au sein de nos entreprises. Premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait qu'on a des enjeux liés à ça? Puis comment est-ce que vous expliquez ça? Effectivement, l'industrialisation, l'opérationnalisation, c'est ça qui démontre la valeur d'affaires. Donc c'est un problème majeur. C'est passé beaucoup aussi du prototype à la solution d'entreprise, donc ça veut dire énormément de choses. François en parlait au niveau des données, mais il y a aussi les processus d'affaires, l'acceptation des gens qui vont utiliser cette solution IA, qui doivent être impliqués dès le début. Donc effectivement, le sujet majeur, c'est d'arriver dans la vraie vie. Et quand on parle IA, c'est souvent cette partie qui est compliquée. Est-ce que le secret, c'est ça, être impliqué en amont, au tout début? Oui. C'est le sujet du moment où on a plein de cas où on est arrivé en production, donc dans la vraie vie, en ayant les utilisateurs de la solution finale dès la première minute de la réflexion du cas d'usage. C'est fondamental. Oui, je suis aussi complètement d'accord. Il y a vraiment un défi à passer de la preuve de concept à une solution industrielle pour faire face à la complexité du monde réel. Dans un environnement de laboratoire, moi je travaille dans les télécommunications, on ne peut pas recréer un réseau à la grandeur d'un pays dans un laboratoire. Donc on va modéliser des choses, on va faire un certain travail, mais quand on va amener des solutions d'IA, on a besoin de se doter d'outils pour être capable de valider en amont pour s'assurer que quand on va aller à l'échelle puis déployer des solutions d'IA, mais elles vont fonctionner. Sylvain, pendant que vous avez encore le micro, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont déjà très réglementés et aussi quelles sont les normes justement de conformité de ces industries-là qu'il faut surmonter pour arriver à faire en sorte qu'on s'approprie un petit peu plus? Oui, il y a des secteurs très réglementés comme l'aéronautique qui est bien connu, qui n'est pas mon secteur, donc je vais passer plus au secteur des télécommunications qui est aussi réglementé, mais disons qu'il y a une mission critique dans la société. Les télécommunications, on en parlait il y a quelques minutes, c'est fondamental. On ne veut pas qu'il y ait des pannes majeures qui vont empêcher les transactions bancaires de se faire ou des gens de communiquer. Donc, on a besoin de systèmes critiques qui sont performants. Puis avec la 5G, les réseaux ne font que grandir, devenir de plus en plus complexes. Ça dépasse la capacité humaine à traiter de l'information, à supporter la demande, à automatiser les processus. Donc, il y a un rôle important dans sa capacité à traiter les problèmes à haute dimensionnalité. Donc, comment on intègre toutes ces données-là qu'on peut extraire des réseaux et donner la bonne information aux opérateurs pour être capable de voir est-ce que mon réseau va avoir une panne majeure dans la prochaine heure ou pas. Donc, c'est le genre de système qu'on peut faire. Puis, ce qui est très critique avec l'IA, c'est que dans ce cas-ci, on n'a pas de marge d'erreur. Si on déclare une panne, si on manque une panne, c'est un problème. On ne l'a pas vu arriver, on n'a pas été capable de la prédire. Puis si on lève des alarmes à tout moment, ben on perd notre crédibilité. Donc la ligne est très, très, très mince pour la performance d'un système. Donc c'est ce qui est complexe en l'introduction d'IA. Puis pour les industries qui ne seraient pas réglementées, comme celle que vous venez de nommer, est-ce qu'on peut faire un copier-coller des lois, des règlements, puis les appliquer aux industries qui ne sont pas aujourd'hui réglementées? C'est délicat parce que l'aéronautique, effectivement, est une industrie très réglementée. Il y a l'énergie aussi. Et de l'un à l'autre, c'est pas bijectif. Là. Donc, on a toujours... je crois que la recommandation majeure pour que l'IA soit adoptée et fonctionne, c'est qu'elle doit être très axée à la réalité d'affaires. Donc, c'est rentrer vraiment dans la compréhension du métier. Et chaque métier est propre. Ce qui est bon pour l'aéronautique n'est pas obligatoirement valable pour le transport et la logistique, même s'il y a des réflexes qui sont communs. La fonction d'affaires n'est pas la même. Donc, c'est ça qui rend complexe. Il faut vraiment focuser sur la valeur d'affaires pour que l'utilisateur la voie, adopte l'IA, et puis qu'on progresse avec cette voie-là, je dirais. Le nouveau consortium Confiance IA, justement, dont vous êtes la directrice de programme en intelligence artificielle, a été créé, réalisé avec le CRIM. L'un des freins en IA, justement, c'est le risque. Comment est-ce qu'on peut surmonter ce fameux facteur de risque pour faire en sorte que les gens soient beaucoup plus sensibilisés, mais aussi voient moins les obstacles pour adopter cette intelligence artificielle? Alors, moi qui viens de la R&D, le risque... quand on est chercheur, le risque, c'est quelque chose qu'on voit. Le risque est multidimensionnel. Il y a un risque technologique,
On n'est pas, j'ai un exemple tout récent, quand on démarre un projet, on n'est pas sûr de tout. La science évolue en intelligence artificielle, donc le risque technologique est majeur. Puis quand on a la solution, on peut être freiné par un risque d'explosion calculatoire ou ce genre de choses. Il y a aussi un risque, je dirais, de traitement des données par rapport à toutes les réglementations, les régulations qu'il faut absolument pour valider que notre donnée personnelle est correctement gérée et respectée. Les données corporatives sont aussi des données absolument majeures à conserver. Donc cette notion de risque est aussi à ce niveau-là. Puis il y a le risque que, à la fin, il faut se le dire, on a développé une solution en IA qui a pris beaucoup d'efforts et beaucoup de jus de cerveau, mais est-ce que l'utilisateur va l'utiliser? Ce risque est majeur. Donc le risque, il est multidimensionnel. Donc il faut l'adresser, je dirais, à tous les niveaux. Il y a déjà des méthodologies de fabrication et de conception des solutions en IA qui sont très éprouvées, hein. On a l'habitude. Mais il faut veiller, effectivement, c'est pour ça que je dis souvent, l'IA, c'est pas juste une affaire de mathématiques, c'est pas juste une affaire de très très forte expertise, c'est une affaire où on va prendre plusieurs disciplines. Exact. On met tout le monde autour de la table pour travailler. Puis ça déjà, il y a un risque à ce niveau. Et on va rester dans la notion de risque. Puis Sylvain, je vais vous citer votre entreprise. Vous avez annoncé que vous deviez devenir l'une des premières solutions mondiales de réseaux automatisés basés sur l'intelligence artificielle pour la technologie 5G. Parlez-nous en 30 secondes de ce projet-là, mais surtout de comment vous allez le dérisquer, justement. Oui, en fait, Expo a créé un centre d'excellence en 5G qui combine en fait notre expertise télécom fondamentale avec les technologies 5G parce qu'on a besoin de combiner les experts du domaine des télécoms avec les experts du domaine de l'IA pour être capable de créer des solutions adaptées aux besoins de la 5G. Puis un des enjeux sur lesquels on travaille, c'est ce qu'on va appeler l'IA centrée sur l'humain. Les humains ne disparaissent pas de l'équation, doivent être considérés. Pour donner un exemple rapidement, on détecte des anomalies dans un réseau, on fournit des explications possibles. Il y a un humain qui va les recevoir ou un système éventuellement avec plus d'automatisation. Mais comment l'humain nous donne une rétroaction? Comment on intègre cette information-là pour réentraîner nos modèles, les rendre plus performants? Comment on évite d'introduire des biais, par exemple, dans nos systèmes? Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Puis avec le consortium Confiance IA, c'est le genre de choses qu'on va travailler, mais en collaboration. Au lieu de traiter ce problème-là en isolation chez nous, on combine notre travail avec ceux des autres, avec des PME, avec d'autres grandes entreprises, par le support du gouvernement. Puis c'est comme ça qu'on pense qu'on va être capable d'accélérer l'introduction de l'IA dans les différentes solutions pour nous puis pour les autres entreprises avec lesquelles on collabore. Confiance IA, c'est essentiel, Stéphane, parce qu'on parle de réglementation, on parle d'encadrement. Confiance IA va développer des solutions technologiques aux problèmes fondamentaux. Donc, comment les engins neuronaux peuvent être explicables, comment est-ce qu'ils peuvent être plus en contrôle, comment est-ce qu'ils peuvent être mieux déployés dans des situations critiques. C'est d'améliorer la technologie elle-même pour éliminer ces problèmes-là. C'est vraiment important. Définitivement. Et là, vous avez remarqué que Stéphane est maintenant dans le public pour aller saisir quelques réactions. Stéphane? Exact. Est-ce qu'on a des questions dans le public? J'entends ce que vous dites et ça paraît super intéressant, mais je me mets dans la place de ces chefs d'entreprise, finalement, des 95% d'entreprises du Québec qui n'y sont pas encore. Comment est-ce qu'on décide jusqu'où on doit aller dans la confiance? Qui veut répondre? Je veux bien prendre la... Ouais. Allez-y. C'est une super bonne question. Pour faire jumper finalement les entreprises et les PME du Québec, qui sont très florissantes, je crois que la preuve par le résultat est absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler conceptuel et rentrer effectivement dans le métier de nos clients, comprendre l'industrie, comprendre le cas d'usage dans sa globalité et à partir de là, dérouler itérativement jusqu'à une solution qui va aller en production. Ce que ça prend, c'est que c'est une approche très business orientée. On a beaucoup parlé des données, c'est certainement fondamental, tout le monde le sait, mais la compréhension du métier est absolument fondamentale. Dès l'instant où on arrive itérativement à prouver la valeur d'affaires de l'IA, alors les gens adhèrent. On a vu des situations où on parle parfois à des personnes, des opérations qui sont très très loin de la technologie, et qui sont complètement réfractaires. Je n'ai pas le temps ici, mais je pourrais vous raconter des anecdotes croustillantes. Mais le sujet, c'est effectivement d'amener ces gens qui ont la connaissance, c'est eux qui l'ont, personne d'autre, et d'amener l'IA progressivement à démontrer sa valeur. Donc ça prend une connaissance très fine du business,
une connaissance très fine de la méthodologie et puis évidemment de la conception de l'IA. Et après, tout un accompagnement où ces personnes vont rester là dans le cheminement jusqu'à ce que ça arrive en production. Donc c'est encore quelque chose de complexe. L'humain au cœur de la technologie. Toujours. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On a encore une question. On va la prendre juste à côté. Une question, je veux revenir à la statistique. Au départ, on parle de 5 d'entreprises qui n'ont pas inclus l'intelligence artificielle au sein de leur solution. C'est peut-être pour revenir un peu, si on prend un pas de recul, revenir au rôle de l'humain. C'est-à-dire il y a peut-être des inquiétudes au sein de la partie prenante la plus importante, les employés de ces organisations-là, comment on communique et qu'on gère ces inquiétudes-là, comment on gère l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de ces solutions-là. Ça pourrait être une hypothèse qui dit, si on la démocratise plus, si on en parle plus à ses premières communications, ses employés, il y aura peut-être une augmentation de cette acceptation-là. Oui, très bonne question. Ça prend plusieurs choses. Ça prend de la formation, inévitablement. C'est de démystifier ce que c'est que l'IA. Ça prend de les onboarder, de les embarquer dans l'histoire. Ça, c'est absolument fondamental. Et puis, il faut ne pas oublier que l'IA, actuellement, qui arrive en production, est majoritairement ce qu'on appelle l'IA faible. C'est-à-dire, c'est pas très glorieux comme nom, mais ce que ça veut dire, c'est que elle va s'attaquer à une tâche précise d'un humain. Donc, c'est pas quelque chose qui va être... Évidemment, on passe du robot au concret, mais ça reste que ça pourrait être une recommandation, par exemple. L'humain en fait ce qu'il veut, mais au moins, il voit la valeur et il adhère ou pas. Donc, ça pourrait être aussi un axe qui se base donc sur la formation puis sur le choix des produits qu'on va vouloir implémenter. Marie-Pierre Abbas-Gérard, Sylvain Nadeau, il me reste, ainsi qu'à Stéphane et moi, de vous remercier pour votre temps et aussi pour les échanges. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir, merci. Poursuivons à présent notre réflexion collective avec notre deuxième axe de discussion. Comment remettre justement l'humain au cœur de l'usage des systèmes de l'intelligence artificielle au sein de nos entreprises? 20 minutes sur le sujet. Et la première question que je vais adresser à Chloé-Anne, tu as évoqué tout à l'heure, en tout début d'émission, que 80% des Américains n'avaient pas confiance dans les industries pour s'auto-réguler. On parlait de 5%, un chiffre qui faisait peur. Ça, c'est un autre chiffre qu'on peut dire qui fait peur, Chloé-Anne. Qu'en est-il de la confiance des Canadiens? Est-ce qu'on va avoir moins peur? C'est dans la même veine. Là. On le sait, le Canada est réputé là, pour son innovation en intelligence artificielle. On entendait monsieur qui parlait de démocratisation. En fait, l'enjeu, c'est que l'IA générative est de plus en plus démocratisée rapidement avant qu'on arrive à prévoir les conséquences de ça dans certains milieux, comme l'éducation et tout ça. Donc, il faudrait que ça suive l'encadrement ou que ce soit plutôt pas en train de suivre, mais que ce soit là avant, avec des règles et tout ça. Et là, on a un rapport de Scale AI de 2023 qui révèle que seulement 44% de la population canadienne fait confiance à l'IA. Bon, c'est quand même une proportion intéressante. Là. C'est mieux qu'aux États-Unis. Oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le marché du travail, on apprend du rapport d'IBM là, qui a été cité tantôt que 20% du milieu entrepreneurial se dit peu équipé, sinon pas du tout équipé, pour comprendre comment intégrer l'IA dans son modèle d'affaires. Donc, en raison du manque de temps et de connaissances aussi. Mais ça c'est super intéressant. Puis si je résume, puis si je comprends bien, au Canada, on est super bon en intelligence artificielle, mais on n'a vraiment pas confiance dans l'intelligence artificielle. Là, j'aimerais faire réagir Luc et François là-dessus. Comment est-ce qu'on la gagne, cette confiance? Comment est-ce qu'on va la chercher? Y a-t-il des moyens? C'est évidemment une question complexe. J'ai hâte de voir qu'est-ce que nos solutionneurs vont nous proposer, mais peut-être que je peux renchérir sur le fait. J'ai beaucoup aimé le thème de la question qui est centré sur l'humain. Mais centré sur l'humain, ça veut dire inclure l'humain dès le départ. Ça veut dire que les travailleurs, travailleuses, on avait hier tout un dialogue avec un représentant du syndicat de la fonction publique là, qui dit, écoutez, il ne faut pas remplacer l'humain dans l'interaction, il ne faut pas remplacer l'empathie, la capacité de voir au-delà, il ne faut pas que des décisions algorithmiques prennent la place du bon jugement des gens. Et si on intègre, comme on nous l'a dit, des humains dès le départ de la conception, bien là, on a la chance de gagner la confiance puisque ces assistants peuvent augmenter la capacité d'être un bon soignant, d'être un bon intervenant social, d'être un bon professeur. La confiance, je pense qu'elle va venir si les professionnels et les humains qui s'investissent
vont se sentir renforcés et non remplacés. François, là-dessus? Je pense, même quand on sonde les gens, encore là, il faut prendre la perspective de quelle intelligence artificielle on parle. Okay? Ce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est la révolution des systèmes qui apprennent à partir des données. Mais l'intelligence artificielle, de façon plus large, la prise de décision automatique, il y en a partout. Il y en a dans votre lave-vaisselle, il y en a dans votre voiture, vous en avez dans votre poche avec votre téléphone. Non, moi, j'ai très confiance à mon lave-vaisselle. Quand ça fonctionne bien, on oublie. Mais quand on fait un sondage comme ça, surtout si c'est dans un contexte très médiatisé, je n'ai pas confiance à l'intelligence artificielle parce que, par exemple, les grands modèles de langue, ils vont inventer des citations, des références fictives. Donc ça frappe l'imaginaire. Mais la plupart des gens, leur lave-vaisselle fonctionne bien presque tout le temps. C'est ça, il y en a mais ce n'est pas l'exemple probant de l'intelligence artificielle. Je vais vous rajouter une donnée. Dans la grande réflexion, on va avoir la chance d'en parler bientôt, dans la grande réflexion sur l'encadrement de l'IA qui a lieu présentement et qu'on a la chance de coordonner avec plein d'acteurs du milieu. On a sondé, on a posé la question aux citoyens, au grand public. Est-ce que vous avez confiance en l'IA pour l'avenir? Est-ce que vous voyez, en fait, la question, c'était est-ce que vous êtes... qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Et la réponse était étonnante. Moi, j'étais surpris de lire la réponse des gens. C'était des centaines et des centaines de personnes qui ont pas juste répondu, mais soumis des contributions. Puis ils ont dit, généralement, on est positif. Plus de 80 % des gens étaient généralement positifs par rapport à l'avenir. Donc, oui, on a un problème de confiance maintenant. On peut faire quelque chose de bien pour l'avenir. Puis Luc, justement, je pense qu'on peut encore contribuer avec des avis. Je pense que tu avais fait... Merci de me tendre la perche. On aura la chance d'annoncer dans quelques jours la date du grand forum public où les gens pourront venir et entendre, débattre avec nous, contribuer encore davantage sur les constats, les enjeux, à un grand forum public sur cette question-là. Pour répondre à ces enjeux, pour tenter de nous éclairer un petit peu plus sur la question et peut-être parler un peu d'avenir, on a le plaisir d'accueillir 2 nouveaux témoins et solutionneurs. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Ola Ahmad et Yannick Bessette. Ola, vous êtes scientifique en chef de l'intelligence artificielle chez Thales Solutions Numériques, une entité du groupe Thales, leader mondial des hautes technologies, opérant sur les marchés de la défense et sécurité, de l'aérospatiale, de l'identité et sécurité numérique et du transport. Bienvenue, Ola. Merci. Yannick Bessette, vous êtes président directeur général de BizLogic, une entreprise qui apporte son expertise en matière d'innovation et de logiciels sur mesure aux entreprises. Merci. Donc là, on a tous le goût de vous entendre parler de vos solutions, mais surtout, vous avez compris de comment est-ce qu'elles s'intègrent au sein des entreprises clientes chez vous. On peut commencer par vous, Yannick. Oui, avec plaisir. En fait, nous, on développe une solution qui gère la documentation et tous les documents qui se retrouvent dans les entreprises. Mais ce qui est unique dans notre solution, c'est que, en fait, on fait tous ces modèles où on évolue avec les modèles IA à l'interne seulement. Donc, il n'y a rien qui se trouve sur l'infonuage ou des choses comme ça. Donc, quand on a de la documentation qui est très, très critique et qui est très compétitive, si je peux dire, ou sensible, entre autres avec des données sur les humains, nous, on peut proclamer, si je peux dire, que les données ne sortent jamais de l'environnement de nos clients. Oui, chez Thales, en fait, nous, on sert quand même principalement 5 marchés. C'est, comme vous avez expliqué, l'aéronautique, la défense et la sécurité, sécurité d'information numérique et protection des données personnelles et la transportation. Donc, quand on parle d'intégration, comme vous voyez, c'est des systèmes critiques et en fait, il y a beaucoup d'enjeux et la confiance, c'est un facteur très important quand on parle d'intégration de ces systèmes ou des solutions en fait en base d'IA dans ces systèmes. Et l'intégration, en fait, c'est très important de comprendre, en fait, par exemple, je peux vous donner, on travaille sur des systèmes embarqués.
Et les systèmes embarqués, en fait, il y a beaucoup d'enjeux qu'on doit comprendre. Par exemple, liés à comment cette solution va respecter, par exemple, les contraintes de la consommation énergétique, comment ça pourrait être une solution écologique et comment on peut aussi respecter, par exemple, toutes sortes de contraintes. Donc ça, c'est quelque chose qui est complexe et on prend en compte... ça fait partie de nos solutions. Et de votre côté, Yannick, est-ce que vous voyez aussi beaucoup de besoins comme Ola d'automatisation au sein de vos entreprises clientes? Oui, tout à fait. Je pense que la demande est là. Nous, on travaille en transformation numérique en plus de l'IA. Donc, l'IA devient une solution, je dirais, très avantageuse et très intéressante quand vient le temps justement d'automatiser une certaine partie de l'intelligence, je dirais, des humains. Comme on le disait tantôt, je pense que ça reste de l'IA relativement faible, donc qui ne remplacera pas la pleine capacité de l'intelligence humaine demain matin. Par contre, on fait des progrès qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. Puis, je pense qu'il y a des belles avenues, dans le fond, qui se préparent à utiliser cette intelligence-là et aussi à développer justement différents marchés où ça peut devenir intéressant d'intégrer l'IA. D'ailleurs, Yannick, vous venez de mentionner un élément qui me fait réagir parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme remplacement de l'humain. Et là, vous venez de dire justement en termes d'intelligence humaine, donc on ne serait pas tout à fait là. Mais comment est-ce qu'on peut démystifier cette idée-là? Parce que moi, personnellement, je peux dire que ça me fait peur. Mais est-ce qu'il faut même la démystifier? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'il faut avoir peur de cette notion-là? Je pense que dans la mesure où l'intelligence artificielle reste un outil, de la même façon qu'une feuille Excel est entrée le marché ou dans nos habitudes, est devenu, c'est ça, oui. Exactement. Les gens qui faisaient des tableurs sur papier, il n'y a personne de nos jours qui reviendrait à cette technologie-là ou cette ancienne technologie-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment accepter et s'adapter à la technologie. Je pense qu'il y a beaucoup des craintes qui viennent justement du manque d'information, manque de contrôle qu'on a sur ces technologies-là. Même, on en parlait tantôt, il y a beaucoup de modèles qu'on ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et donc, c'est ça qui aide pas à la cause, justement, à rendre les discussions. J'ai quelqu'un qui me répète à tous les jours au sein de ma propre entreprise que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain, ne va pas remplacer nos jobs, mais quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle va prendre ta job, en revanche. Mais moi, là, j'aimerais faire réagir Luc et François, nos observateurs, ou Ola, si vous avez quelque chose à dire. J'aime la citation. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. OK, merci de me rassurer. Oui, merci. Parce que les métiers vont changer. Plusieurs métiers vont évoluer, être remplacés. Comme vous l'avez dit, ceux qui prennent avantage de la technologie pour être meilleurs et aussi se requalifier. Donc, il y a toute cette question-là, mais il faut être proactif. Ceux qui sont là, qui attendent, qui regardent comme le chevreuil légendaire sur la route, là, qui regardent le train arriver vers eux, bien là, il y a du danger, en effet. Mais ceux qui prennent le taureau par les cornes vont gagner. C'est cela qu'on veut. Je te vois encore dans le public, cher Stéphane. Oui, encore une fois. J'imagine qu'on va aller chercher des réactions. On a déjà une première question ici. Juste vous présenter. Oui, bonjour, Adil Mansouri de Talsom. C'est des sujets vraiment très, très intéressants et poignants. Puis le segment aujourd'hui, maintenant, surtout celui-ci, centré sur l'humain, centré sur l'utilisateur. J'ai pas de doute sur le fait qu'on est capable de comprendre les besoins de l'être humain, donc dans les domaines d'affaires, comme on l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on capture et est-ce qu'on donne l'opportunité à l'être humain de dire est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'on est arrivé là? Et est-ce que aussi certaines industries, comme on parle justement de l'industrie de la défense aérospatiale, est-ce qu'il y a des industries dans lesquelles il faudrait qu'on dise non à l'IA, non au développement de l'IA? Puis je pense au film d'Oppenheimer qu'on a vu, là, la course vers la bombe atomique. Est-ce qu'on en tire des leçons? Je peux réagir un peu sur ce sujet. Merci pour la question. Si je parle chez nous, en fait, parce que vous avez aussi parlé de l'automatisation, nous, l'automatisation, ce n'est pas end-to-end.
on est toujours focalisé sur une approche centrée humain. Quand on parle de systèmes automatiques, surtout quand on travaille dans des systèmes critiques, quand vous avez parlé, le spatial, la sécurité, etc. Donc, l'automatisation, c'est vraiment dans le contexte où gérer les données, traiter les données d'une façon efficace et rapide pour faciliter le travail de l'humain, mais c'est toujours l'humain, c'est lui le responsable qui prend la décision. C'est lui qui est... en fait, l'IA, c'est vraiment pour accroître la capacité de décision de l'humain, et c'est pas que c'est l'IA qui va acter ou prendre une décision. Donc, c'est pour ça, en fait, on parle beaucoup de collaboration homme-machine, et c'est pas vraiment une autonomie 100%. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que oui. Une autre réaction du public? Peut-être dans le milieu de... C'est pas tant par industrie que par niveau de risque. Hein, dans toutes les industries, quand il y a un danger à l'intégrité, la sécurité, la santé des humains, c'est là que il faut encadrer très strictement. Je pense que c'est ça la philosophie, comme on le fait dans d'autres secteurs. Hein. Dans la santé, les niveaux d'encadrement ou d'exclusion varient en fonction des dangers. Si je renchéris peut-être là-dessus, j'ai trouvé la question très intéressante au niveau de est-ce que l'humain a envie d'intégrer de l'intelligence artificielle? Je pense qu'une réponse à ça, c'est l'humain a envie qu'on ait une chaîne d'approvisionnement qui soit adéquate pour se nourrir, pour tout ça. Et avec la pénurie de main-d'œuvre, avec le manque de ressources. De pouvoir être admis à l'hôpital quand c'est important. L'humain a envie de rester en santé. L'humain a envie que son lave-vaisselle fonctionne. C'est exactement ça. Donc, peut-être qu'on est rendu comme société à un moment où on n'a plus le loisir ou le luxe de pouvoir se poser cette question-là, savoir si on a envie d'être... Définitivement. Voilà. Merci. François, j'aimerais peut-être vous entendre réagir. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que c'est une préoccupation qui est partagée entre les industries et celles qui sont compatibles, en fait? Oui, tout à fait. Puis en fait, je pense dans Confiance IA, un élément, des fois on pense aux crimes très technologiques, nos sujets se veulent très multidisciplinaires. Okay? Donc, dans ce qu'on parlait, par exemple, Luc disait une prise de décision médicale, on veut incorporer de façon pratique des considérations éthiques, des considérations d'IA responsables. Et ce ne sera même pas est-ce que l'IA peut le faire? Est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est acceptable d'un point de vue éthique? Est-ce que la société, on est prêt à dire, même des fois ça arrive, là, on le voit dans les publications, l'IA va avoir une meilleure acuité qu'un radiologiste. Mais à la fin, la décision ultime, on veut encore aujourd'hui généralement qu'elle vienne d'un humain. Donc, à quel point ça fait partie aussi de la complexité de la chose, qu'on n'est pas seulement dans une réflexion technologique, mais on veut incorporer ces considérations-là aussi, parce qu'à la fin, pour avoir des systèmes qui vont être acceptés et qui performent, c'est un élément complémentaire. Très intéressant. Stéphane? Yannick, voilà, il nous reste à vous remercier vraiment sincèrement pour vos interventions. Merci à vous. Merci. Alors, je vous propose qu'on continue notre réflexion collective avec notre troisième et dernier axe de réflexion, à savoir comment privilégier la meilleure approche possible pour garantir une IA de confiance en entreprise. 20 minutes sur le sujet. Pour parler d'IA de confiance, il faut d'abord qu'on s'y intéresse, Chloé-Anne. Donc, comment se porte l'intérêt pour l'IA au Canada? Bien, c'est certain qu'au Canada et partout dans le monde, c'est en montée, en fait, l'intérêt. Puis on demandait, est-ce que c'est centré sur les besoins? J'ai envie de rebondir aussi là-dedans, faire le pont. C'est certain que si on regarde au Québec, en tout cas, on a beaucoup d'innovations en IA. Puis quand on remonte à la source des projets de recherche en IA, on voit que c'est souvent multidisciplinaire. On sait pas juste des inventeurs fous là, qui ont le goût de faire des robots ou quoi. Souvent, ils se concertent avec des chercheurs, par exemple,
pour protéger les cétacés ou des gens de l'éducation. C'est souvent des profs aussi là, qui décident de se lancer, de se reconvertir en IA puis de faire des logiciels qui vont être utiles pour les élèves et l'école. Donc, il faut aussi voir ça comme ça. Et il y a énormément d'organisations issues de tous les horizons dans le monde qui s'intéressent à l'IA, qui partagent des objectifs communs. Donc, selon un rapport de cette année de la société de services infonuagiques Rackspace Technology, en 2 ans, l'intérêt pour l'intégration de l'IA en entreprise a bondi de 15 % à l'échelle de la planète, passant de 54 à 69 % d'entreprises pour lesquelles l'adoption de technologies d'IA est maintenant prioritaire. Donc, ça devient une priorité, l'IA, pour 69 % des entreprises. C'est quand même pas rien. Et le rapport nous apprend également que 53 % des entreprises dans le monde utilisent l'IA pour répondre à l'enjeu prioritaire qui est de réduire le risque. Donc, un objectif commun, on l'a vu tantôt avec nos invités, pour beaucoup d'entreprises et d'industries. Pour tenter de répondre à ces enjeux, on va accueillir notre 3e duo de solutionneurs et de témoins. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Véronique Tremblay et Sarah Gagnon-Turcotte qui vont nous rejoindre. Bonjour, mesdames. Merci de vous joindre à nous. Véronique, vous êtes scientifique de données, experte en IA responsable, analytique avancée et intelligence artificielle chez Beneva. Sarah, vous êtes directrice de l'adoption, de l'innovation, de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Bienvenue à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Sarah, je vais commencer avec vous. J'aimerais que vous nous parliez de la notion de bien commun quand on parle d'intelligence artificielle en entreprise. Quelle question. Question Mon Dieu, complexe. je vais vous résoudre ça en quelques minutes. Non, en fait, M. Sirois a mentionné que le Conseil de l'innovation, depuis le mois de mai déjà, consulte la population québécoise. En fait, plus de 300 experts ont été consultés à ce jour pour essayer de définir justement quelle est cette vision que le Québec doit adopter, quel encadrement est nécessaire pour qu'on puisse développer et utiliser de manière responsable l'intelligence artificielle. Et bien qu'on a des pistes de solutions, bien qu'il existe un nombre incroyable de cadres de gouvernance, de principes directeurs, on est loin d'avoir des réponses claires. C'est un chantier qui démarre à peine. Je crois que tu parlais que l'intérêt pour l'intelligence artificielle se multiplie. On voit le potentiel de transformation que cette technologie amènera dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos écoles, vraiment dans notre quotidien, dans nos lave-vaisselle qui peut-être auront de nouvelles fonctionnalités. Mais les gens donc s'interrogent à savoir est-ce que ça servira le bien commun? Est-ce que ça servira à résoudre les défis de société, la crise climatique, la crise démographique? On en a devant nous des grands défis, puis c'est de trouver la manière pour que l'intelligence artificielle soit au service, non pas uniquement de plus de productivité, d'une accélération du quotidien, mais vraiment de résoudre tous ces problèmes extrêmement complexes. Est-ce que ce sont éventuellement des modèles qui pourront s'adapter à d'autres domaines que l'intelligence artificielle? C'est intéressant que vous posiez la question parce que parfois, on sortait de nos ateliers sur des enjeux, les impacts sociétaux, on explorait les impacts sur la démocratie, sur le travail, et on se disait, mon Dieu, on est en train... Sur la culture, sur l'environnement... on se disait, mais on est en train d'aborder tous les problèmes de la société sous la lorgnette de cette nouvelle technologie, puis quel potentiel elle aurait à nous aider à les résoudre, ces problèmes. Je crois que l'intelligence artificielle, au final, nous amène à nous poser des questions collectives et c'est très positif. C'est vraiment emballant, je crois, pour le futur. Véronique, peut-être un mot-clé qu'on n'a pas encore entendu dans cette conversation-là, à moins de l'avoir manqué moi-même, c'est le mot éthique. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'intégrer cet aspect éthique dans le cycle de développement de l'intelligence artificielle, mais aussi que ça s'intègre dans la chaîne de valeur des entreprises qui veulent l'implanter? Ah oui, le mot éthique, c'est un sens bien large, là. Donc, l'éthique, en fait, ça inclut la plupart des grands principes dont on a parlé depuis le début de
depuis le début de l'émission. Comment on fait pour intégrer ça? Bien, oui, il y a des cadres qui existent, comme l'a mentionné Sarah. On peut essayer de mettre de la réglementation en place, mais pour réussir à l'intégrer concrètement dans une entreprise, nous, l'approche qu'on a développée, qu'on a mis en place pour faire ça, c'est de mettre une personne, bien, en l'occurrence moi, responsable dans les équipes techniques, donc directement auprès des scientifiques de données. Donc, moi, j'ai une formation en mathématiques, j'en ai fait des modèles, j'en ai mis en production, donc je suis responsable dans l'équipe technique de faire en sorte qu'à chaque étape du travail du scientifique de données, on se pose les bonnes questions. Donc, dès le début, par exemple, on va se poser la question, puis la première question à se poser, c'est quel est le besoin? À quel problème on répond avec ce type de modèle-là? Donc, on part pas de on a une solution, on a une nouvelle technologie, comment on pourrait résoudre des problèmes avec? Non, non, non. On part d'un problème et puis après ça, on regarde l'ensemble des technologies qui existent pour trouver une solution à ce problème-là. Donc, premier élément pour s'assurer qu'on fait ça pour le bien commun, qu'on fait pas des choses irresponsables, qu'on n'essaie pas de remplacer des humains, c'est vraiment de partir d'un problème. Après ça, on continue comme ça dans toutes les étapes du développement du modèle. Le scientifique de données doit se poser des questions. Le scientifique de données ou le programmeur doit se poser des questions à chaque étape. Et puis, je suis là pour m'assurer qu'il va se poser les bonnes questions. À cette étape-ci, as-tu vérifié les biais dans ton modèle? Puis, à ce moment-là, si on trouve des problèmes, il faut retourner vers les secteurs d'affaires, il faut retourner vers les avocats. Donc, il faut travailler avec l'ensemble des autres disciplines. Il ne faut pas que le scientifique de données prenne la décision tout seul dans son coin. Donc, il faut embarquer tout le monde là-dedans. Il faut leur expliquer. Il faut que ces gens-là comprennent vraiment quand même bien ce qu'on fait. Donc, il faut vulgariser tout ça. Donc, c'est comme ça que nous, on tente d'intégrer ces concepts-là en entreprise, donc du début à la fin. Ça me paraît effectivement être une approche très efficiente probablement, mais j'ai une question. Comment est-ce que vous vous assurez que dans le temps, cette approche-là soit valable et dure dans le temps? Ça va être difficile, là. Je vous avoue que c'est quelque chose qu'on met en place présentement. On rencontre des embûches sur le comment faire ça. Mais avez-vous eu une réflexion sur la durée vie de ces principes que vous évoquez? Évidemment, on y réfléchit. Il va falloir s'adapter à ça. Les choses, la technologie évolue elle-même. Le type de questions qu'on va se poser évolue. Les réflexions de la société là-dessus évoluent aussi. La sensibilité de la société, par exemple, la notion d'intrusion dans la vie privée. Nous, on travaille dans le domaine de l'assurance avec des données extrêmement sensibles sur vous. Donc, jusqu'à quel point on peut utiliser cette information-là pour même vous aider, pour répondre à un de vos besoins? À partir de quel moment on considère que c'est une intrusion dans la vie privée ou ça? Puis ça va évoluer dans le temps. Le sentiment d'intrusion dans la vie privée, c'est pas quelque chose qui existe là et qui est clair là et qui va rester comme ça. Donc, oui, il va falloir s'adapter. Il faut suivre ce que la société fait. Mais est-ce qu'on peut établir des normes de confiance? Je pense que les normes ont un rôle important à jouer. D'accord? Les normes, c'est important. Il faut des normes, il faut des règles, il faut des encadrements. Mais ça ne suffit pas, je pense. Il faut à chaque fois un questionnement, une réflexion qui est éthique. Et l'éthique, c'est un questionnement, c'est une remise en question, c'est une réflexion sur les valeurs à la base. C'est pas des normes. Ça prend des normes, oui, mais ça suffit pas. Je pense qu'on a Sarah qui voulait intervenir. Oui, Véronique et moi, on parlait juste avant l'émission, puis on se disait, en fait, il y a vraiment des nouveaux métiers, des nouvelles professions, des nouvelles compétences qui sont en train d'émerger, qui sont vraiment à l'intersection de plusieurs disciplines. Elle me décrivait que, puis c'est une approche qu'on a abordée nous-mêmes, c'est-à-dire on y va souvent avec un esprit d'équipe. On se dit, on va mettre un avocat, un éthicien, un technicien, un programmeur dans la même équipe, puis on espère que la magie opérera, que la solution émergera. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'on a besoin, comme humain, de s'approprier cette technologie-là pour vraiment la faire opérer de la bonne façon. Donc, il faut qu'on devienne un peu avocat, un peu programmeur. Il faut qu'on puisse ouvrir la boîte, comprendre comment elle fonctionne pour vraiment contribuer. Puis, c'est là où même l'intelligence artificielle pourra peut-être nous aider, nous augmenter, nous aider à comprendre un peu plus. Il faut vraiment qu'on... En fait, on est face à des défis d'une complexité qu'on n'a jamais eu à relever. Et là, on est en train de bâtir le futur à quelque part. Puis cette opérationnalisation de l'IA responsable, donc passer des grands principes à quelque chose de concret, ça passe par l'humain qui comprend bien comment ça fonctionne.
Puis on a un rôle à jouer là-dedans. Hein. Les scientifiques, parfois, on utilise des mots comme « le modèle apprend tout seul » ou des choses comme ça qui n'aident pas le reste de la population à vraiment comprendre ce qu'on fait. Là. Donc, on a probablement un petit rôle à jouer là-dedans. Responsabilité, définitivement. Pendant que Stéphane va chercher des questions dans le public, j'aimerais vous entendre peut-être chacun réagir sur une question parce qu'on parle d'adoption de l'intelligence artificielle au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais on parle surtout d'une perspective de grandes entreprises. Sachant qu'on a une société qui est composée à plus de 80 de PME, donc on imagine le défi et les obstacles. Une réaction très rapide, peut-être vous, Véronique, je vais commencer par vous. Oui, bien, tout le monde rencontre des enjeux dans l'adoption de l'IA. Dans une grande entreprise, c'est très complexe. Il faut changer les façons de penser. On travaille avec des vieux systèmes. Donc, on a nos défis. Dans la PME, bien, eux, ils n'ont pas les moyens d'embaucher des grands experts, mais ils peuvent être plus... Ça peut être plus facile de se revirer, de changer. Donc, tout le monde rencontre des défis, je pense. Il y a des avantages et des inconvénients en fonction de la structure. Il faut mettre les produits en boîte. Je m'excuse, Sarah. Les PME, les petites entreprises, ils vont acheter des produits qui marchent. Ils vont pas engager des chercheurs, faire Non. Ils vont, quand ça sera mis par des entreprises, par des producteurs de solutions, ils vont adopter les solutions. Sarah? J'allais dire exactement la même chose, pas pour rien qu'on travaille ensemble. La question de l'entrepreneuriat, d'aider nos startups à développer des produits de confiance, donc d'avoir aussi l'infrastructure autour pour les amener à développer vraiment des plateformes qui sont robustes, qui sont explicables lorsque c'est possible, qui protègent bien dans les environnements sécurisés des clients, les renseignements personnels, c'est la clé. Donc, il faut qu'on encourage autant l'offre que la demande éventuellement. Puis quand les gens vont avoir autant confiance dans une plateforme d'IA ou un produit d'IA que dans leur lave-vaisselle, ils vont en acheter beaucoup. Sans se poser de questions. François, rapidement. Je dirais peut-être rapidement, juste même c'est plus un point de réflexion. L'IA, on est dans une course technologique, puis ce qu'on dit, c'est que faire de l'IA de confiance, il faut prendre le temps de la faire comme il faut. Donc, comment on va réussir à concilier ça aussi, parce que les technologies changent vite, mais si on veut vraiment avoir de l'IA de confiance, bien, c'est beaucoup d'efforts. Alors, j'ai eu beaucoup de mains levées dans l'assistance. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais on va prendre quand même le temps de prendre quelques questions. On y va avec vous. Oui, bonjour Marie-Astrid de Cybercap. Vous parlez beaucoup de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Comment pensez-vous que nous devons intégrer l'IA auprès des jeunes? Je peux me lancer. Puis Luc, je suis sûre que tu auras plein de choses à dire aussi. Dans le cadre de notre consultation depuis le mois de mai, la question de la formation dès le plus jeune âge est probablement le sujet qui est ressorti le plus fortement, la préoccupation la plus grande chez tout le monde. Et on parle de littératie et de numératie, mais on parle aussi vraiment de compétences, notamment comme la question du jugement critique. Donc, la capacité pour un jeune, par exemple, de savoir lorsqu'il est face à notamment là, par rapport à l'IA générative, là, à peut-être des textes qui ont été créés par l'IA versus par un humain. Donc, de doter la population d'une meilleure compréhension de tous ces enjeux. On doit enseigner la technologie, mais on doit enseigner ses compétences d'humain. Le jugement critique, la créativité, le courage, la capacité de prendre action, l'empathie, ces façons d'être qui ne seront jamais artificielles, c'est ce qu'on doit maintenant enseigner aussi. Donc, on va prendre une dernière question. Une question très large. Mon nom, c'est Caroline Martel. Je voulais savoir, on parle beaucoup d'éthique, on est beaucoup dans nos entreprises locales, mais comment est-ce qu'on envisage le fait que cette éthique-là qu'on veut mettre en place à l'international ne sera peut-être pas partagée? Donc, cette menace-là de dire, nous, on se dote de règles d'éthique qu'on veut respecter, comment est-ce qu'on va compétitionner à l'international? C'est une grosse question qu'on se pose dans l'industrie. Pour vrai, si on se dit, nous, on s'impose des règles, disons qu'on on tente de s'auto-réguler, on s'impose des règles, mais qu'est-ce qui se passe avec ceux, même ici à l'échelle locale, qui ne s'imposent pas ces règles-là? Ce qu'on aimerait, c'est que les gens fassent leur choix en fonction de leurs valeurs et tout simplement achètent davantage les produits d'une entreprise qui respecte ces règles-là. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Donc là-dessus, bien évidemment, on compte
sur nos gouvernements pour essayer de régler ça. Il faut briller dans le monde. Il faut être ceux qui donnent l'exemple, ceux qui produisent des produits qui sont encadrés, responsables, ceux qui ont mis des règles et des normes qui permettent de propulser l'innovation, mais de façon responsable. Il faut être ceux qui adoptent la technologie et qui montrent qu'elle peut être utile et qu'elle peut être déployée de façon éthique, responsable pour attaquer les grands défis dans nos gouvernements, dans nos institutions, dans nos entreprises. C'est ça la réponse. Et il faut participer à ces débats à l'international. Donc, il faut qu'on aille propulser ou faire la promotion de nos valeurs québécoises dans les grands forums internationaux où les choses se décident. On est la zone d'innovation de l'IA responsable au Québec. Il faut l'assumer pleinement. Mon Dieu, c'est une belle façon de terminer cette intervention, M. Sirois. Merci beaucoup. Sarah Gagnon-Turcotte, Véronique Tremblay, merci à vous deux de vous être jointes à la conversation. Merci d'avoir été là. Merci. C'est donc la fin, mon cher Stéphane. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer comme moi, mais c'est passé très vite. C'est la fin de cette émission C'est plus clair, en direct du Palais des Congrès de Montréal, dans le cadre de l'événement All In. Oui, et merci beaucoup à nos observateurs, Luc Sirois, François Lamonté. Merci de l'accueil. Merci de nous permettre d'entendre l'intelligence de ces solutionneurs, d'avoir les gens avec nous qui ont des questions, des réflexions, puis on continue la discussion par la suite. Merci à nos 6 intervenants, Sylvain Nadeau, Marie-Pierre Havas-Gérard, Ola Hamad, Yannick Bessette, Véronique Tremblay et Sarah Gagnon-Turcotte. Un merci tout particulier aux commanditaires de cette émission, le Fonds de recherche du Québec, le Conseil de l'innovation du Québec et aussi le CRIM. Merci à la rédaction de ces sciences, amenée par sa rédactrice en chef, Chloé-Anne Touma. Merci à la réalisation, Julia Frati et NTJ Doumbia à la technique, Jean Adler Gaëtan, Petsari Patamavong, Koussé Hamzé aux caméras. Merci à toutes les équipes de GTS. Et à la direction du plateau, merci à Annie Elkaïm, Camille Guédamour. La gestion des partenariats était assurée par Jonathan Chodjai et Gita Golestani. En soutien logistique, Eva Bordin-Vinco. Le prochain rendez-vous de C'est clair, fin octobre, sera animé par cher Stéphane, qui est à côté de moi. Et nous parlerons d'innovation et d'éducation dans un contexte de développement durable et de changement climatique. Un grand merci à vous d'avoir été là et surtout de nous avoir reçus dans votre contexte et de nous avoir suivis. À la prochaine.